Chers amis, vous avez pu vous en rendre compte, je me suis toujours intéressé aux lois physiques qui régissent le fonctionnement du monde, aux vecteurs de force de nos gestes qui expliquent nos choix d'artisans, ainsi qu'aux résultats anapathes qui donnent naissance, ou qui donnent consistance plutôt, à nos intuitions chirurgicales. C'est pourquoi, en 1998, j'ai discuté pendant 6 mois avec un spécialiste de la dynamique des fluides pour comprendre pourquoi, chaque fois que je testais une machine équipée d'une pompe Venturi, je n'avais pas la même qualité de vitrectomie qu'avec une machine à contrôle du débit d'aspiration. J'ai compris pourquoi et j'ai donc construit un film que j'ai présenté en 2001 au premier congrès de l'EVRS à Biarritz. En voici un extrait dédié au contrôle fluidique. Attention, en 2001, il n'y avait que des systèmes 20 gauges et les chiffres que vous verrez dans le film ne sont pas ceux que vous obtiendrez avec des systèmes 23, 25 ou 27 gauges, puisque les débits varient en fonction du diamètre interne de la tubulure. Mais les principes et les conséquences restent les mêmes. Voyons donc ces premières bases fondamentales de dynamique des fluides. Une machine à vitrectomie ne se choisit pas comme un simple aspirateur en fonction de sa puissance, de son aspect, de sa couleur ou de son fabricant. Chacune des choses que nous lui demandons de faire est si importante dans la réussite finale de l'intervention que nous ne pouvons pas nous contenter d'un à peu près. Nous lui demandons de nous permettre de contrôler très exactement la quantité de fluide qui va rentrer dans la pièce à main pour éviter d'aspirer ou de déchirer la rétine flottante auquel il adhère, et donc de nous donner un contrôle précis du débit d'aspiration. Nous lui demandons de couper vite et bien, sans arracher ni faire bouger la rétine. Nous lui demandons enfin de maintenir une stabilité de la pression intraoculaire pendant toute l'intervention, et donc d'adapter son débit d'infusion au débit d'aspiration. Le problème, c'est que nous travaillons dans un milieu complexe, à viscosité variable, et que la machine n'est pas intelligente. Elle ne peut répondre à nos exigences qu'en obéissant à des lois physiques, en l'occurrence aux lois de la dynamique des fluides. Les lois universelles et incontournables de la physique nous rappellent que le débit d'un fluide dans un tuyau est égal au produit de la vitesse de déplacement de ce fluide par la surface interne du tuyau. La vitesse du fluide est engendrée par le différentiel de pression qui est le seul moteur possible capable d'entraîner un déplacement fluidique. Elle est ralentie par les forces de friction liées à la rugosité interne de la paroi et surtout à la viscosité du fluide. Quant à la surface interne du tuyau, elle dépend de son diamètre interne et peut être influencée par les forces de compliance sous l'effet d'une dépression. À ma connaissance, une seule étude expérimentale a étudié si ces lois théoriques de la dynamique des fluides s'appliquaient en tout point dans la pratique d'une vitrectomie, celle de Jean-Christophe Badet et Bernard Collin en 2001, qui m'ont autorisé à intégrer leurs résultats dans ce film. Voyons tout d'abord le débit d'infusion. Les choses sont assez simples. Il n'y a que peu de force de friction car le BSS n'est pas visqueux. Il n'y a pas de force de compliance car il n'y a pas de dépression. Les seuls éléments en jeu sont le gradient de pression et le diamètre interne de la tubulure. Le gradient de pression est lié à la pression d'infusion qui dépend de la différence de hauteur entre le compte-gouttes de la bouteille et l'œil. Lorsqu'il n'y a pas de fuite ni d'aspiration, s'établit une égalisation immédiate de la pression d'infusion et de la pression intraoculaire.
Ces deux pressions varient ensemble en fonction de la hauteur de la bouteille. En cas de fuite ou d'aspiration, la pression intraoculaire va baisser. Il y aura donc un gradient de pression responsable d'un débit d'infusion. Ce débit d'infusion sera proportionnel au diamètre de la tubulure. Badet et Collin ont confirmé ces données théoriques. En absence d'aspiration, une infusion à 70 cm entraîne une pression de 51,7 mm de mercure dans l'œil et dans toute la tubulure d'aspiration. Cette pression d'infusion est responsable dans l'air d'un débit de 36 cc par minute. Dans l'œil, les frictions diminuent le débit à 23 cc par minute. Enfin, les frictions au niveau de la pièce à main et de la tubulure d'aspiration réduisent encore l'écoulement naturel du BSS à l'entrée de la pompe à 8 cc par minute. Deux conséquences chirurgicales évidentes. Pour une bouteille à 70 cm, quand on branche la platine et que l'on ouvre l'infusion, la pression intraoculaire va être grande. On a certes besoin d'une bonne pression d'infusion pour obtenir un débit d'infusion suffisant et compenser un bon débit d'aspiration, mais si l'on enlève la pièce à main sans clamper l'infusion, la pression intraoculaire qui s'établira sera responsable d'une incarcération vitréo-rétinienne qui est une complication grave. Il y a donc absolue nécessité d'une commande de l'infusion à la pédale, comme en phaco. Puisque 51,7 mm de mercure de gradient de pression entre la bouteille et la pompe entraîne déjà un écoulement naturel de 8 cc minute à l'entrée de la pompe, si l'on augmente ce gradient de pression avec une dépression additionnelle, avec une pompe Venturi, on ne pourra qu'obtenir un débit au-delà de 8 cc minute. Le débit minimum dans le BSS pour une dépression à moins 5 mm de mercure seulement sera déjà de 8,4 cc minute. Seule une pompe débimétrique, comme la pompe péristaltique, pourra, grâce à une rotation lente des galets, freiner l'écoulement naturel du BSS et permettra donc de contrôler des débits dans l'eau de 0 à 8 cc minute sans difficulté. Voyons maintenant le débit d'aspiration. Dans une vitrectomie, il faut non seulement enlever le vitré central, mais aussi la hyaloïde postérieure, la hyaloïde antérieure et le vitré périphérique. Et tout cela nécessite des débits d'aspiration différents. Voyons cela sur un exemple. Dans ce cas, la rétine est éloignée du centre de l'œil. Pour la vitrectomie centrale, il n'y aura donc pas de grand danger. On voudra être efficace et rapide et on utilisera pour cela des débits élevés. Puis on voudra enlever la hyaloïde antérieure sans risquer d'aspirer la cristalloïde postérieure. On baissera donc le débit ainsi que la fréquence de coupe. Ça y est, la hyaloïde est aspirée. C'est un œil fac, on fera donc une indentation manuelle. Pour le vitré de la moyenne périphérie, on travaillera entre 6 et 8 cc minute, puis, quand on abordera les derniers reliquats périphériques, on travaillera entre 2 et 4 cc minute. On voit donc la nécessité de faire varier en permanence le débit d'aspiration en fonction des besoins. Mais, comme nous l'avons vu, ce débit d'aspiration fait intervenir de nombreux paramètres qu'il va donc falloir tous contrôler de façon précise si l'on veut réaliser une bonne vitrectomie. C'est ce que nous allons voir pas à pas. Tout d'abord, le gradient de pression.
Le gradient de pression est engendré par la pompe. Si la pompe ne tourne pas, la pression est la même partout. Il n'y a pas de gradient de pression, il n'y a pas de débit d'aspiration. La pompe agit en créant une dépression plus basse que la pression intraoculaire. Elle crée donc un gradient de pression et donc un débit d'aspiration. Pour un liquide de viscosité donnée et une tubulure donnée, à un gradient de pression donné correspondra toujours le même débit et inversement. Certes, certains constructeurs ont pu vanter leur système de pompe responsable selon eux d'un meilleur débit, comme si les lois universelles de la physique ne s'appliquaient pas à l'ophtalmologie. Mais c'est un mensonge. Pour un liquide de viscosité donnée et une tubulure donnée, à un gradient de pression donné correspond toujours le même débit. Le problème, c'est qu'en vitrectomie, on ne travaille pas dans un liquide à viscosité donnée. Il en est d'ailleurs de même pour l'eau et le miel. Or, pour un même gradient de pression, le débit ne sera pas le même dans l'eau et dans le miel. Et c'est là qu'intervient le choix du système de pompe. Avec une pompe à contrôle de vide comme la pompe Venturi, on ne contrôle que la dépression et donc que le gradient de pression. On ne contrôlera donc pas les variations dues à la viscosité du fluide. Et, pour un même gradient de pression, on obtiendra différentes valeurs de débit en fonction de la viscosité du fluide. Avec une pompe débimétrique comme la pompe péristaltique, la colonne de fluide aspiré venant combler l'espace virtuel provoqué par le passage du galet va être la même quelle que soit la viscosité du fluide. Le débit provoqué par la rotation de galet sera donc constant, mais il engendrera des dépressions à la pompe variables en fonction de la viscosité du fluide aspiré. Badet et Collin ont confirmé ces données. Avec une Venturi et une coupe à 1 Hz, soit 60 coups minutes, on a 15 fois plus de débit dans le BSS que dans le blanc d'œuf pour une dépression de moins 50 mm de mercure à la pompe, 7 fois plus pour moins 150 mm de mercure et 6 fois plus pour moins 300 mm de mercure. Ces énormes différences sont retrouvées également à 5 Hz, 300 coups minutes, à 10 Hz, 600 coups minutes, et 20 Hz, 1200 coups minutes. Avec une pompe péristaltique à 60 coups minutes, les débits dans le BSS et le blanc d'œuf sont pratiquement les mêmes à 10% près, jusqu'à 15 cc minutes, débit à partir duquel, dans le blanc d'œuf, les dépressions requises dépassent les capacités de la machine. Même constatation à 300 coups minutes, 600 coups minutes et 1200 coups minutes. Voyons les conséquences pratiques, tout d'abord lors d'une vitrectomie centrale. S'il utilise une pompe Venturi et si, parce qu'il est prudent, l'opérateur a choisi une dépression maximale de moins 50 mm de mercure, il verra son débit d'aspiration passer progressivement de 13 cc minutes à 0,85 cc minutes. Il va mettre une demi-heure pour faire sa vitrectomie centrale et trouvera cela insupportable. Si, comme moi, il est plus impatient, il décidera un débit maximum de dépression beaucoup plus élevé, en se promettant de n'appuyer que légèrement sur la pédale au début et d'appuyer plus largement lorsque le débit sera trop bas. Voilà, le débit baisse, il appuie plus à fond pour rétablir le débit. Le problème, c'est que lorsqu'il reviendra sans le savoir dans le BSS, la forte dépression entraînera un débit d'aspiration 2 fois supérieur à son débit d'infusion. Cela est facile à comprendre. Si vous buvez une limonade avec du miel, quand vous êtes dans la limonade, la dépression créée par la bouche vous donne un débit satisfaisant. Si vous descendez dans le miel, il vous faut créer une très grande dépression pour obtenir un tout petit débit. Et si, avec cette grande dépression, vous revenez dans la limonade, vous vous étouffez car le débit sera alors trop grand.
Voici la simulation opératoire. Au début, peu de force de friction, donc bon débit. Puis, lorsque le vitré remplit la tubulure et que le débit baisse, l'opérateur appuie plus fort sur la pédale, et lorsque l'eau revient à nouveau, la catastrophe arrive. Avec une pompe péristaltique, l'opérateur choisit non pas la dépression maximale, mais le débit maximum qu'il ne voudra pas dépasser, ici 12 cc minutes. Il utilisera sans le savoir des dépressions de l'ordre de moins 500 mm de mercure, infiniment dangereuses avec une pompe Venturi. Ces dépressions s'afficheront sur l'écran de sa machine, mais il n'en aura rien à faire. Il ne se souciera de rien d'autre que de contrôler son débit au pied. Cela lui permettra d'effectuer une vitrectomie centrale plus sûre et plus rapide, car utilisant des valeurs de dépression très élevées, sans aucun risque. Ce chef culinaire français peut vous prouver facilement cela. Voici une tubulure à vitrectomie qu'il va couper et placer dans un verre de vin rosé très léger et à très faible viscosité. Pour simuler une pompe péristaltique, il va utiliser l'instrument préféré de sa femme lorsqu'il rentre tard le soir, le rouleau à pâtisserie. Pour un certain nombre de tours de rouleau, il va éliminer et pomper une certaine quantité de vin rosé. S'il remplace ce vin léger par un liquide très visqueux, imbuvable à la paille, du sirop de pancake, et qu'il recommence l'opération, pour le même nombre de tours de rouleau, il aura pompé la même quantité de sirop d'érable. Incroyable mais vrai. Pour la vitrectomie périphérique, il ne s'agit plus d'être rapide, il s'agit d'être précis. Avec une pompe Venturi, on ne peut pas aspirer dans l'eau à moins de 8 cc minutes avec une infusion à 70 cm. Or, en fin de vitrectomie centrale, la tubulure est souvent pleine de BSS. C'était le cas dans cet exemple où, avec une Venturi, j'ai une première alerte qui m'a fait lever le pied sur la pédale, mais, malgré tout, bien que faisant attention et coupant à 700 coups minute, en moins d'un tiers de seconde, le débit minimum de la Venturi a créé l'irréparable. On peut revoir la scène au ralenti et constater qu'un débit de 8 cc minute suffit à faire une déchirure en l'espace de 3 coups. 1, 2, 3. Avec une pompe péristaltique, on peut aspirer à moins de 8 cc minute dans l'eau en relevant le pied. On peut ainsi faire cette vitrectomie périphérique avec plus de précision. « 6 ou 8 cc minutes sont la plupart du temps corrects sur une rétine à plat. Par contre, lorsque la rétine ciliaire est décollée, cela peut être déjà trop. Ainsi, cet exemple, où travaillant à 8 cc minutes, j'ai créé une déchirure iatrogène dont je me suis rendu compte au second passage. Là, la voilà. Dans ces cas, il vaut mieux changer de programme, comme on passe la première dans une voiture, et opter pour un programme vitrectomie à bas débit, avec un débit d'aspiration maximum à 6 cc minutes. On aura alors toute la course de la pédale pour sélectionner de 0 à 6 cc minutes le débit que l'on désire avoir et réaliser une vitrectomie périphérique précise et complète. Dans ce cas, c'est facile, on travaille à 6 cc minutes. Mais dans ce cas, c'est plus périlleux
et on travaillera à 2 cc minutes. Cela n'est pas possible avec une Venturi, sauf à placer la bouteille à 10 cm au-dessus de l'œil du malade, à travailler à moins 10 mm de mercure et à consacrer 2h30 par vitrectomie. Au terme de cette réflexion, on voit donc que pour maîtriser les problèmes liés à la viscosité du vitré, le choix entre la Venturi et la péristaltique se portera rapidement, pour des raisons de rapidité et de sécurité, vers la péristaltique. Vous voyez, c'est pas bien difficile à comprendre. Et pourtant, chacun de vous sait bien qu'il faut contrôler la vitesse de sa voiture et que cette vitesse dépend du nombre de tours minutes du moteur et du rapport de vitesse enclenché. Pour 3000 tours minutes, la voiture n'ira pas à la même vitesse si on l'est en première ou en cinquième. Et il ne viendrait à l'idée de personne de conduire en ne contrôlant que son compte tours sans pouvoir avoir de contrôle sur le rapport engagé, car un accident serait inévitable. Pourtant, certains d'entre vous acceptent très bien de ne contrôler que la dépression sans pouvoir tenir compte de la viscosité du fluide et donc des forces de friction qui, pour une même dépression, vont entraîner une variation de débit allant de 1 à 5, de la même façon que lorsqu'on passe dans une voiture de la première à la cinquième, on va avoir une variation de vitesse allant de 1 à 5. Pourquoi ce paradoxe ? Je pense que c'est parce que le discours est pollué. Les industriels, pour vendre leur système, n'hésitent pas à trouver des arguments qui ne reposent sur aucune base physique. Comme par exemple, on va contrôler le débit en contrôlant la vitesse de coupe, ce qui est complètement absurde. Nous en reparlerons. Ces arguments sont répétés dans des congrès par des médecins consultants qui énoncent ces choses qui nous paraissent absurdes, et ceci s'inscrit petit à petit dans un discours acceptable, voire même accepté, qui, selon la puissance de l'industrie en question, va même être repris par des médecins qui n'y ont jamais réfléchi. J'ai essayé de lutter contre cet état de fait en présentant des films et des conférences, et je dois vous avouer que ce fut la plupart du temps un échec. Je n'ai jamais senti une adhésion totale de l'audience. À mon sens, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que peu de gens s'intéressent aux lois physiques. Au bout de 3 minutes, je sentais bien qu'ils n'écoutaient plus quand ils ne dormaient pas ouvertement. Et pourtant, quel conducteur de NASCAR ou de Formule 1 pourrait ne pas s'intéresser au fonctionnement du moteur de sa voiture? Également, parce qu'on fait des efforts pour maîtriser sa machine, pour anticiper les accidents. Et si l'on n'a pas essayé d'autres machines, on ne peut pas savoir ce qu'on rate. Un jeune opérateur conditionné par les habitudes qu'il aura prises à l'hôpital lors de son apprentissage aura du mal à admettre qu'il existe d'autres systèmes plus performants, puisque son patron, son maître à penser, avait choisi cette machine. Il se sentira agressé en entendant que la machine avec laquelle il travaille, qu'elle a été choisie par un économe de l'établissement ou par lui-même, entraîne 3 fois plus d'yeux perdus que les autres machines, même si cela vient d'une statistique dont personne ne peut discuter la fiabilité. La troisième raison, c'est que beaucoup ont pensé
que j'avais des intérêts financiers à promouvoir telle ou telle spécificité de machine. Je n'ai jamais eu de contrat financier sur la promotion de machines à vitrectomie avec aucune industrie. J'ai toujours refusé tout statut de consultant, car trop attaché à ma liberté de parole. Et si j'ai donné à beaucoup d'industries le cahier des charges de la machine idéale, c'est sans recevoir aucune compensation financière. Je n'ai reçu que l'animosité active de la part de certaines industries américaines. Le problème, acceptons de le dire, c'est que le marché est dominé par Alcon et Bausch & Lomb et que la plupart des autres industries, ne voulant pas perturber une partie de leur clientèle habituée aux systèmes américains, n'ont pas voulu suivre ce cahier des charges à la lettre. Et donc, à moins que ces géants américains acceptent de reconnaître qu'ils ont fait fausse route, c'est donc vous, les utilisateurs, qui allez pouvoir continuer la pression sur ces constructeurs, en espérant que tous réunis, tous ensemble, vous soyez plus convaincants que ce que je ne l'ai été. Je vais donc, en toute impartialité, vous expliquer dans les chapitres suivants quelles fonctions vous devez continuer à contrôler grâce à la machine à vitrectomie idéale pour pouvoir effectuer une vitrectomie safe and effective la plus complète possible. Et nous verrons ensuite comment réaliser cette vitrectomie et avec quels paramètres vous devrez choisir. À bientôt.